Suspendue le 10 août 1792, la monarchie est officiellement abolie le 21 septembre suivant, ce qui aboutit à la création d'un nouveau régime. Bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui nous allons parler de la Première République qui dure jusqu'en 1799. Nous allons voir le fonctionnement et l'instauration de ce nouveau régime dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons parler des conflits extérieurs qui menacent la République dans tous ses aspects. Et troisièmement, nous allons parler des deux événements qui ont conduit à son effondrement. Le régime de la terreur et l'instabilité et les blocages dus à une nouvelle organisation, le Directoire 1795-1799. Donc, la suspension puis l'abolition de la monarchie effectuée aux dates énoncées en introduction aboutit à la création d'un nouveau régime, la République. Cette première République française est établie par une nouvelle assemblée qui s'est constituée et a été élue dans le cadre du suffrage censitaire, ce qu'on appelle la Convention. Elle prend ses fonctions les 20 et 21 septembre 1792. Elle est officiellement instaurée le 22 septembre. Ses premières responsabilités ont été de créer de nouvelles institutions et de nouveaux symboles. Parmi les réformes nécessaires, on retrouve l'abolition de l'esclavage dans les colonies, dans le respect du principe d'égalité entre les membres de la République, et l'instauration du suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes peuvent voter à partir de 25 ans une nouvelle fois. Et on a une uniformisation juridique du pays, avec la création de départements pour remplacer l'organisation territoriale médiévale des paroisses et des diocèses, en lien avec l'Église. Et on a l'égalité devant l'impôt, ce qui signifie que tout citoyen français, qu'il soit issu de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie ou de la paysannerie, paye exactement le même impôt. On a l'apparition de nouveaux symboles aussi. La création du calendrier révolutionnaire, avec des semaines de 10 jours et des mois en référence à la nature. On met fin au fonctionnement issu de l'Église et des calendriers grégoriens, ce qui aboutira à des problèmes de par l'habitude de la population avec ce genre de calendrier. Et les noms d'objets à la place des noms de saints. Le tutoiement est utilisé et le terme de citoyen apparaissent dans le vocabulaire des Français. Une marque d'égalité. On abolit monsieur parce que ça fait référence au Seigneur. Voilà pourquoi on parle à chaque fois d'ancien régime pour la monarchie, afin de bien distinguer le régime en place et les manières de société de l'époque avec ce qui existait désormais avec la République. Et on a de nouveaux leaders, de nouveaux chefs politiques pour les révolutionnaires, représentés à cette époque par ce qu'on appelle les sans-culottes. Je n'entre pas dans les détails, on pourra en reparler dans d'autres vidéos ou sur des vidéos liées. Parmi les nouveaux chefs, on a les plus célèbres qui sont Maximilien Robespierre, Georges Danton, Saint-Just, et le plus radical et le plus virulent des opposants à l'ancien régime, Marat, qui sera assassiné au
cours de l'année 1793 par Charlotte Corday. Le premier acte de la Convention est de régler le sort du roi déchu, Louis XVI, que désormais on appelle le citoyen Capet. Il est jugé à partir de novembre 1792 pour haute trahison. Le 20 janvier, il est reconnu coupable de haute trahison et le lendemain, il est guillotiné place de la Révolution, anciennement place Louis XV et aujourd'hui place de la Concorde. Cet acte, fort en symbole, va provoquer une réaction en chaîne au niveau international et enfoncer la République dans la guerre. La Première République est en effet confrontée à des oppositions extérieures et intérieures. N'oublions pas que la guerre a été déclenchée par l'Autriche pour libérer le roi. L'armée autrichienne a été vaincue à Valmy le 20 septembre 1792 au moment où la Convention s'installe. Une seule victime du côté français. Les Autrichiens ont fui, selon les dires. Mais la condamnation et surtout l'exécution de Louis XVI ont galvanisé les troupes royales contre la République parce qu'ils se sont sentis menacés. Ce qui était jusque-là une guerre pour rétablir le roi dans sa pleine souveraineté devient vraiment une guerre pour vaincre et détruire la République. En plus de l'Autriche, d'autres puissances se rallient. Le Saint-Empire romain germanique, l'Angleterre, la Prusse, la Russie et le Portugal. Ça provoque des coûts humains et financiers considérables pour se défendre. Ce qui amène à déclarer la patrie en danger. Mais d'un autre côté, si la patrie est en danger de l'extérieur, elle est aussi de l'intérieur, parce que certaines franges de la population française restent royalistes dans certaines régions, dans certains départements, comme par exemple la Vendée et le Midi. Le régime a été à ce moment-là totalement dirigé par une frange des républicains, la frange la plus radicale, qu'on appelle les montagnards, parce qu'ils siègent vers le haut de l'Assemblée. Cette population de Vendée se soulève contre l'autorité des montagnards et tente de restaurer la monarchie. Ce sont les guerres de Vendée qui durent jusqu'à la fin de l'année 1795. Et donc même au sein même des républicains, on connaît une division qui sont les prémices de la division droite-gauche que l'on connaît. On a les montagnards, ceux qui siègent en haut de l'Assemblée, les républicains les plus radicaux, les girondins et les députés de la plaine qui siègent vers le bas de l'Assemblée, les modérés. Après l'exécution de Louis XVI, les Girondins perdent peu à peu de l'influence au profit des montagnards, qui, par influence et par organisation, font en sorte que les Girondins soient destitués, obligés de partir en exil loin de Paris, ou alors d'être simplement guillotinés pour trahison, selon certains. Et c'est grâce à ça que Maximilien Robespierre, l'une des grandes figures des montagnards, va obtenir la possibilité
de mettre à l'ordre du jour le système de la terreur. Dans le cadre de cette guerre avec la première coalition, donc Robespierre a déclaré la patrie en danger, ce qui fait que la Constitution a été suspendue et toutes les libertés aussi, au nom de la liberté avec un L majuscule, du principe. Et donc le gouvernement est instauré de manière différente avec deux comités. Le comité de salut public pour faire face à la guerre, dirigé notamment par Robespierre, et le comité de sûreté générale, la police, dirigé pour un temps, pour quelques mois, par Danton. C'est ce qu'on appelle le régime de la terreur. On l'appelle la terreur de par le fonctionnement. Tous ceux qui sont déclarés suspects de trahison ou d'opposition à la République et aux principes sont envoyés au tribunal révolutionnaire, un tribunal criminel exceptionnel devant lequel on passe pendant juste quelques minutes, 2 grand maximum, avant de finir dès le lendemain sur l'échafaud, à la guillotine. Près de 2000 condamnés à mort et presque tous sont passés dès le lendemain. Et il n'y a plus de contrôle parlementaire, de fait. Et ce gouvernement devient instable au fur et à mesure. Cela fonctionne dans le cadre de la guerre ce qui fait que de nombreux opposants finissent par être exécutés. Les Girondins, on l'a vu, mais aussi à partir du début de l'année 1794, des personnes qui veulent radicaliser la terreur, mais aussi les plus modérés, comme Danton, qui à un moment donné veulent qu'on mette un terme à ce régime d'exception. Ceux qui le demandent sont appelés les enragés, mais je ne me souviens plus du surnom que l'on donne aux modérés. Au cours du printemps 1794, la guerre s'éloigne des frontières de la France, notamment à partir du mois de mars, lorsque la rade de Toulon a été libérée du joug des Anglais. De l'intérieur, par de nouvelles lois décrétées automatiquement, la terreur est radicalisée, ce qui fait que l'on raccourcit le temps de passage devant le tribunal révolutionnaire et tous ceux qui sont déclarés comme opposants sont guillotinés littéralement sur le champ. Ce qui fragilise de plus en plus le régime. 26 juillet 1794, 9 thermidors en 2, selon le calendrier révolutionnaire. Robespierre et ses fidèles perdent leur droit à la tribune au sein de la Convention, d'une part, et d'autre part, sont arrêtés pour menace contre la République. Le lendemain, ils sont tous exécutés. Le 26 août 1795, après une période de convention de la plaine, c'est-à-dire avec des responsables modérés, on instaure une nouvelle constitution, celle du Directoire. On a le rétablissement du suffrage censitaire notamment, donc réduction de l'espace électoral. Et le pouvoir exécutif est confié à un nouveau collège, le collège des directeurs. 5 directeurs nommés pour un mandat de 5 ans chacun et renouvelables tous les ans. Et on a 2 assemblées. Le Conseil des Anciens,
qui vote les lois, et le Conseil des 500 qui les propose. Ces deux chambres élisent les directeurs. Les directeurs les plus connus sont l'ancien abbé Sieyès et Barras, l'homme fort du régime. Bon. Et à cette époque-là, la première coalition finit par être vaincue, notamment en Italie. La paix est instaurée dans un premier temps grâce au traité de Campo Formio, instauré sans l'aval direct des directeurs par un général ambitieux et intelligent que l'on verra tout à l'heure. Au cours de l'automne 1797, comme point de repère. L'année suivante, une deuxième coalition se constitue. À l'intérieur, ce régime connaît une succession de blocages politiques et la réponse la plus immédiate pour essayer d'en sortir, ce sont une succession de coups d'État. D'où notamment la rébellion de royalistes à Paris, rapidement réprimée, et tant d'autres qui conduiront jusqu'à celle du célèbre 18 Brumaire en 8 avec ce général ambitieux dont je vous parle, à savoir Napoléon Bonaparte.